Nous allons donc débuter cette heure de conversation, effectivement, à partir du verbe innover. Et nous aurons la chance de pouvoir le faire avec deux intervenants. Euh, euh, je vais commencer par Joseph Mariani, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Et cher Joseph, je ne vais pas pouvoir faire le CD en entier, puisqu'on n'a qu'une heure devant nous. Ce que je peux préciser quand même, c'est que vous êtes un très grand spécialiste des technologies du langage, notamment des technologies du langage sur le français au niveau national et sur d'autres langues au niveau national, au niveau européen et au niveau international depuis de nombreuses années, sans faire offense. Donc, vous connaissez parfaitement les questions que nous aurons à traiter aujourd'hui. Et puis après, nous aurons aussi également, nous donnons la parole à Kirill Bourgois, président de VoiceLab, que je présenterai tout à l'heure. Mais si vous voulez bien, cher Joseph, je vous donnerai la parole en premier, justement pour donner les grandes lignes de la discussion que nous pourrions avoir autour de la question de l'innovation pour les langues, et notamment pour le français, hein, l'innovation au niveau scientifique et industriel, et d'avoir comme ça une première présentation de quels sont les grands enjeux pour une langue, et en particulier pour le français, si le français est un cas particulier. Ah, nous vous entendons pas, par contre. Oui, il y a un petit problème de micro. J'essaie de corriger ça. C'est ça, on vous entend. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est parfait. Ok, donc je disais merci Olivier pour cette présentation, cette introduction. Donc effectivement, je vais donner quelques éléments sur ce que je pense être l'innovation. Donc tout d'abord, je voudrais dire que pour moi, innover, c'est découvrir. Donc c'est aller d'un problème à sa solution. Donc moi-même, j'ai commencé mes travaux de recherche il y a bien longtemps, effectivement. C'était dans les années 75, milieu des années 70. Ça correspondait un petit peu au début de l'informatique. Et donc, il y avait un problème qui était la reconnaissance vocale et qui est à présent résolu en grande partie. Et je dois dire que c'est vraiment une grande satisfaction pour un chercheur ou au-delà pour une communauté de chercheurs de voir qu'un problème qui était ouvert à l'époque est à présent en grande partie résolu. C'est un petit peu comme un explorateur qui, après avoir longtemps navigué, découvre une terre inconnue. Donc, c'est une démarche un peu similaire. À cette époque-là, donc, on utilisait des ordinateurs. On avait donc au laboratoire on disposait d'un IBM 1130, donc c'était un des premiers ordinateurs dans les laboratoires de recherche en France. Il avait 16 000 octets de mémoire. Actuellement, les ordinateurs classiques ont à peu près 1 million de fois plus de mémoire, donc ça montre aussi le chemin parcouru par les progrès d'informatique et non seulement ceux du traitement de la parole ou du langage. À l'époque, l'analyse du signal de parole prenait un meuble, on avait besoin d'un meuble qui faisait à peu près 1 m3 bourré d'électronique, et maintenant ça se fait en 3 lignes de code. Donc ça, c'est les projets, les progrès dans le domaine du logiciel. Alors pour moi, innover, c'est aussi évaluer. Donc évaluer les performances d'une technologie, ça permet de choisir parmi les différentes approches. Et jusque dans les années 80, au début des années 80, les débats étaient assez vifs et étaient uniquement au niveau théorique. Il n'y avait pas de support expérimental pour dire que telle ou telle approche était meilleure qu'une autre. Et c'est le département de la défense des États-Unis, le DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, qui a mis en place donc des campagnes d'évaluation au plan international. Donc d'abord en reconnaissance de la parole. Ils ont continué ensuite dans le domaine de la recherche d'informations, dans la reconnaissance d'images, en robotique, sur les véhicules autonomes. Et je dois dire que cette mise en place, cette infrastructure a permis de faire des progrès très importants dans ces différents domaines. Mais c'est également déterminer si une technologie répond aux besoins d'une application.
Et ça évite de lancer des projets, de financer des projets qui sont en apparence innovants, mais qui n'ont aucune chance d'aboutir parce que la technologie n'est pas au niveau des besoins de l'application. Innover, c'est donc arrivé au bon moment. Moi, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai soutenu une thèse, c'était en 1977, ma thèse de docteur ingénieur, sur le dialogue oral pilote-avion de chasse. Et c'est sans doute les conditions les plus difficiles pour la reconnaissance vocale, parce qu'il y a du bruit, parce que le pilote parle dans un masque à oxygène, il y a des facteurs d'accélération, il y a le stress du pilote qui fait que dans certains cas, il est même incapable de parler, et surtout parce qu'il n'y a pas de données qui permettent d'entraîner le système, puisque la plupart des données sont classées confidentielles défense. Donc ça fait que la reconnaissance vocale n'a pas été implantée sur le Rafale qui était à l'époque en conception, et que 40 ans après, à ma connaissance, c'est toujours pas implanté sur un avion de chasse du fait de ces problèmes de difficultés. Mais ça ne nous a pas empêché donc de réaliser le premier système de reconnaissance vocale opérationnel commercialisé en France, donc à la fin des années 70, et de développer des applications dans le domaine de la composition vocale des numéros de téléphone, pour l'entraînement des contrôleurs aériens, pour l'aide aux handicapés, pour la commande de robots, pour la réservation pour la SNCF, pour la navigation automobile avec Renault. On a fait une serrure vocale également, mais c'était trop tôt. On était trop en avance par rapport à l'automatisation du tissu sociétal qu'on a connu depuis progressivement. Innover, c'est aussi progresser à partir d'un point de départ. Donc, on est passé de la reconnaissance de mots isolés, où il fallait laisser un petit silence entre chacun des mots qui étaient prononcés, à ce qu'on a appelé les mots enchaînés, du monolocuteur. Donc, le système était capable de ne reconnaître que la voix de son maître, celui qui avait fait l'apprentissage, vers le multilocuteur, être capable de reconnaître n'importe qui, des petits vocabulaires, une dizaine de mots, au grand vocabulaire, des dizaines de milliers de mots. Ça, c'était pour la dictée vocale. Et puis, ce qui était moins prévu, de passer des textes lus à voix haute à de la conversation naturelle, qui est beaucoup plus difficile. Et puis également du monolingue, donc chaque laboratoire travaillait sur sa langue. Les laboratoires français travaillaient sur le français, les anglais sur l'anglais, etc. À de la reconnaissance multilingue, donc être capable d'avoir des systèmes qui reconnaissent différentes langues. C'est donc progresser, mais c'est aussi persévérer. Et on peut regretter que la plupart des sociétés françaises, mais aussi européennes, ont abandonné petit à petit le domaine des recherches dans le domaine du traitement de la parole et du langage et de la langue naturelle. Que ce soit France Télécom qui est devenu Orange, Bull, Alcatel, Thomson, Philips, Siemens, SEL, Telefunken en Allemagne, ont abandonné ce secteur alors que les GAFAM arrivaient en force, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft aux États-Unis, mais également à présent en Chine avec les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, leur équivalent chinois, donc qui ont compris l'enjeu économique, mais également politique et culturel que représente le traitement automatique du langage et donc de la connaissance. Et on peut noter avec intérêt qu'à présent, le nombre de publications chinoises dans le domaine est supérieur à celui des publications américaines dans les conférences scientifiques. Ça, c'est depuis un an ou deux. Et également, et c'est un fait notable et à mon sens inquiétant, que toutes les sociétés françaises et européennes sont quasiment absentes des publications scientifiques qui touchent le secteur industriel dans ce domaine. Innover, c'est également imaginer, donc imaginer ce qu'une innovation pourrait apporter pour la société. Donc j'ai moi-même rédigé, c'était en 1980, une pleine page dans Le Monde, où donc j'évoquais ce qu'on pourrait voir apparaître dans le futur sur l'utilisation des technologies vocales qui à présent donc sont utilisées dans de très nombreux domaines. Mais c'est également voir ce qu'on peut faire avec une technologie dans l'état où elle se trouve. On a eu des modèles de langage depuis des décennies qu'on a utilisés en
en reconnaissance vocale, et c'était nécessaire d'avoir des modèles de langue. Il existe également des systèmes de dialogue type chatbot depuis de nombreuses années, mais il fallait faire preuve d'imagination pour produire ChatGPT, qui a suscité donc le formidable succès médiatique que l'on connaît. Donc, pouvoir imaginer des applications qui n'étaient pas celles qui étaient prévues initialement. Mais c'est également être surpris. Donc, je me souviens quand je développais mon système de reconnaissance dans les années 70, l'ordinateur s'est mis à reconnaître ce qu'il était lui-même, ce qu'il avait lui-même prononcé. Donc, dans un système de dialogue, il s'est mis à se parler à lui-même en boucle. Et je veux dire, c'était un grand moment de voir, je n'avais pas du tout prévu ça, de voir que l'ordinateur se parlait à lui-même. On avait aussi à l'époque, on demandait confirmation systématique de ce qui était dit. Donc l'utilisateur disait par exemple 5, le système lui disait avez-vous dit 5, on disait oui, le système disait avez-vous dit oui, etc. Et puis s'il se trompait, si on disait oui, qu'il disait avez-vous dit non, donc on disait non, avez-vous dit non, on disait oui, et très rapidement on était complètement perdu. Donc là aussi, il a fallu s'adapter à ces choses qui n'étaient pas prévues dans le cadre d'un dialogue avec la machine. Alors, innover, pour moi, c'est aussi dénommer. Et j'avoue que je suis assez hérissé chaque fois que j'entends parler, en particulier par les journalistes, d'une intelligence artificielle, alors que dans le domaine scientifique, on parle de l'intelligence artificielle de façon générique et pas d'une intelligence particulière, et que j'ai jamais entendu prononcer an artificial intelligence en langue anglaise. L'intelligence artificielle, ça peut signifier faire effectuer par une machine des fonctions qui habituellement sont effectuées par un être humain. Ça peut être entendre, voir, lire, comprendre, écrire, parler, chanter, mais aussi c'est conduire une voiture ou combattre sur un champ de bataille. Ou alors faire référence à un type de méthode pour traiter l'information, un type de méthode, type d'approche d'intelligence artificielle. Alors, c'est amusant de voir que initialement, on avait coutume d'opposer les méthodes dites d'intelligence artificielle, donc qui étaient fondées sur des connaissances humaines, hein, linguistiques par exemple, phonétique, syntaxe, phonologie, à travers des systèmes qu'on qualifiait d'experts, à celle de reconnaissance des formes, où il s'agissait donc de reconnaître une forme, que ce soit un signal de parole ou une image, une scène visuelle, avec un ensemble de formes de référence qui avaient été apprises par la machine. On avait à l'époque une conférence, même en France, qui s'appelait RFIA, Reconnaissance des formes et intelligence artificielle, qui donc rassemblait, mais également dissemblait ces deux types d'approches. À présent, donc, on constate que ce sont les méthodes de reconnaissance des formes qui se sont imposées grâce au progrès des calculateurs, également à la disponibilité de données de taille gigantesque. Je pense qu'on en parlera tout de suite après, et ce, donc, grâce à ce qu'on appelle l'apprentissage automatique dit profond, Deep Language Learning. Et ce sont elles, donc ces méthodes de reconnaissance des formes, qui ont permis la réalisation de systèmes actuels que l'on qualifie d'intelligence artificielle. Donc, je trouve ça assez intéressant. Enfin, je dirais qu'innover, c'est répondre à tous les besoins. Je pense que répondre aux besoins de tous est une exigence. On se souvient qu'initialement, par exemple, les ordinateurs n'avaient pas de clavier avec des signes diacritiques et pas de accent aigu. Les plus anciens s'en souviendront. Ça a été corrigé par les constructeurs informatiques parce qu'ils avaient besoin de répondre aux besoins des clients qui avaient donc ces signes dans leur langue, éventuellement en créant des claviers virtuels, donc changement technologique, et non plus des claviers mécaniques. Le problème s'est reposé ensuite avec le courrier électronique. Là aussi, les accents ne passaient pas. Ça a été également résolu. Et à l'époque, il y avait même des sociétés informatiques qui avaient fait la liste de toutes les langues parlées dans le monde et qui mettaient une limite à celles qui étaient intéressantes économiquement. Donc les autres, ils les laissaient tomber, et celles qui étaient intéressantes d'un point de vue économique étaient traitées. Ça aussi, ça a été modifié par l'arrivée des réseaux sociaux, parce que les gens ont envie de parler, de s'exprimer dans leur langue.
et puis qu'il est aussi nécessaire de pouvoir détecter des contenus illicites ou la désinformation, donc dans toutes les langues. Et donc, il a fallu élargir également ce nombre de langues. En 2019, il nous est apparu que à peu près 2% à peine des langues, des quelques 7000 langues qui sont parlées dans le monde, disposaient de technologie des langues. Donc, ça a été un constat. Donc, il restait 98% des langues à traiter. On a organisé à ce moment-là un colloque avec l'UNESCO, Healthy for All, des technologies des langues pour tous. Et je dois dire que depuis, on note effectivement un élargissement de la couverture linguistique de ces technologies et donc beaucoup plus de langues qui sont traitées, y compris par des systèmes commerciaux. Voilà ce que m'inspire ce terme d'innover. Merci beaucoup. Ça m'amènera à beaucoup de questions, mais je vous propose pour qu'on reste dans une conversation, puisque c'est le cadre, le modèle de ces 24 heures, de donner la parole donc déjà dans un premier temps à Karel Bourgois, qui est donc président de Voice Lab, pour qu'il présente un peu ce projet qui est un exemple actuel, hein, en technologie du langage. Et nous reviendrons après sur un certain nombre de questions que vous avez abordées avec cette présentation très, très riche. Karel, est-ce que vous pouvez présenter Voice Lab? Bien sûr, merci Olivier, merci Joseph. Donc le Voice Lab, c'est une association qui réunit les acteurs de la voix en France. Alors les acteurs aussi bien académiques, donc on a à peu près tous les labos de recherche comme celui de M. Mariani et d'autres un peu partout en France qui en font partie. Et on a des acteurs comme ma propre société qui sont plus des startups ou des acteurs technologiques, on va dire, qui travaillent dans le domaine. Et donc, qui sont des acteurs qui peuvent faire de la reconnaissance vocale, dont on a beaucoup parlé à l'instant, mais aussi tout un tas d'autres dimensions, que ça peut être la biométrie vocale, la synthèse vocale, l'analyse des émotions, les systèmes conversationnels, etc. Et il y a quelques années, en fait, la création de cette association est venue de deux éléments conjoncturels à l'époque, qui était du côté de l'industrie, on se rendait compte qu'on avait une problématique de compétitivité parce que, chose dont on parlait à l'instant, qui était la taille des bases de données pour entraîner des modèles sont de plus en plus importantes et on n'avait pas les moyens individuellement d'avoir des bases de données qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. Et du côté recherche, finalement, la problématique était la même, c'est-à-dire pour un labo qui veut attirer des jeunes pour faire leur doctorat, il y avait beaucoup de doctorants qui devaient commencer leur première année, voire j'ai parlé avec certains jeunes docteurs qui me disaient ils ont fait les 2 premières années de leur thèse à chercher de la donnée pour pouvoir travailler. Et de l'autre côté, ils ont des offres dans des labos privés, généralement nord-américains, on va dire, où ils peuvent arriver et dès le premier jour, ils vont pouvoir vraiment faire de la recherche parce que la donnée n'est pas un souci et ils en ont de façon pléthorique. Et la DGE, à l'époque, avait lancé donc un appel à projet qui s'appelait Données pour mutualisation des données pour l'entraînement d'intelligence artificielle. Et donc, on s'est réunis, on a créé cette association et on a répondu à cet appel d'offres que nous avons gagné, qui a permis de financer un gros projet qui est de créer une structure dans laquelle on va avoir des données. Donc aujourd'hui, on est passé de l'ordre, on va dire qu'on a commencé, il devait y avoir à peu près 2000 heures de disponibles en langue française. Maintenant, on est à presque 20 000 heures. Et pour vous donner une idée, à l'époque, en langue anglaise, il devait y avoir 100 000 heures. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 400 000. Donc voilà, on a fait de gros progrès, mais on est encore très loin de ce qui est disponible en langue anglaise. Et de nos jours, pour faire des modèles multimodaux, multilangues, pardon, les derniers modèles d'OpenAI étaient entraînés sur 680 000 heures pour parler alors dans une centaine de langues, plus ou moins bien. Hein. Il faut aussi en prendre conscience, c'est que il y a un petit côté marketing dans les annonces d'innovation. Parfois, on innove, du moins on dit qu'on innove, et derrière,
l'innovation n'est peut-être pas aussi présente qu'on pourrait le croire. Donc, aujourd'hui, moi, je considère qu'en fait, sur les 100 langues qui sont disponibles sur le modèle d'OpenAI, il n'y en a que 5 qui soient commercialement utilisables, parce que les autres ont trop peu de qualité pour que ça soit vraiment utilisable dans un domaine commercial, même si en recherche pure, ce sont des progrès énormes et super pour la communauté. Ça ne reste pas forcément des choses qu'on peut mettre en production. Donc voilà, le Voice Lab s'est créé cette plateforme où on a déjà fait pas mal de progrès au niveau de la donnée. On est en train de travailler aussi sur la mise en place de modèles, donc des modèles qui peuvent être open source ou des modèles commerciaux d'entités françaises ou européennes qui vont permettre d'être accessibles par des acteurs économiques qui souhaitent utiliser ces technologies et qui n'ont pas forcément toujours envie d'utiliser des technos, on va dire, extra-européennes. Et donc de réunir sur cette plateforme du Voice Lab un grand nombre d'acteurs. Je pensais dans un premier temps, mais on travaille aussi après à passer au niveau européen, parce que le problème de données qu'on peut avoir sur le français, qui me paraît, moi, en tant que chef d'entreprise française, important, mais c'est rien par rapport aux problèmes que vous pouvez avoir dans d'autres langues européennes qui ont encore beaucoup moins de données, ce qui fait qu'elles sont un peu comme Joseph l'expliquait tout à l'heure, il y a un niveau de, de reality check au sens américain qui est qu'ils vont regarder, ils vont dire ouais, le nombre de personnes qui parlent cette langue sur la planète, c'est pas intéressant commercialement, donc je ne le ferai pas. Donc on sait que d'ailleurs il y a des grands acteurs aujourd'hui qui ont des solutions qui font des langues européennes, d'où en fait la technologie derrière est une start-up locale parce qu'ils ont décidé que ça n'avait pas d'intérêt pour eux de dépenser du temps et de l'énergie pour faire ces langues-là. Donc voilà, c'est aussi des enjeux qui sont importants au niveau européen. Donc la Commission européenne travaille là-dessus euh, de façon assez forte dernièrement, puisqu'il y a le lancement d'un gros projet, la création de ce qui s'appelle un EDIC, un European Data Information Consortium, qui permettra, Digital Information Consortium, pardon, qui permettra justement de mutualiser des efforts au niveau européen pour créer la matière qui permet aux acteurs européens d'être présents sur ces marchés et d'avoir des solutions pour l'ensemble des langues européennes et pas seulement pour les langues majeures, on va dire. Est-ce que, Kirel, mais Joseph aussi, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'applications ou de services ou de de ce que vous faites comme produit avec, sur le français? À quoi ça sert, en gros? Quelles innovations? Ouais. Bah, Joseph le disait tout à l'heure, je crois que vous aviez pris l'exemple de la SNCF, donc tout bêtement la voie, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui est une personne humaine qui a fait cette voie de la SNCF célèbre et reconnaissable entre mille. Sauf que cette personne aujourd'hui, elle a pris sa retraite, elle n'est plus là pour faire les annonces, et donc ils ont créé une voie de synthèse qui a les mêmes caractéristiques que celle de l'actrice de départ et qui leur permet de continuer à faire des annonces nouvelles et à préserver cette identité qui est si forte au niveau de la marque. Donc ça, c'est un exemple qui peut parler à tout le monde parce que vous l'entendez quand vous êtes dans une gare ou dans un train. Après, il y a ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les, les accueils euh, dans les standards, donc les standards intelligents qui au début c'était appuyé sur un, appuyé sur deux, après c'était dites euh, commercial, dites service client, donc on était sur des mots, et maintenant on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus ouvertes, donc où vous êtes capable de dire oui voilà j'ai un problème avec ma facture parce que j'ai pas vu le débit sur mon compte. Et en fonction de ce que vous avez dit, l'intelligence artificielle derrière va savoir quel est le service qui est le plus à même de répondre, voire si vous dites, je sais pas, je voudrais faire un virement, peut-être que ce virement, finalement, c'est une action relativement simple qui peut être fait avec une intelligence artificielle en direct sans passer par un être humain, ce qui permet aux téléconseillers de se focaliser sur des activités qui demandent plus de compréhension du besoin client.
Euh, Ça peut être dans le domaine médical. Il y a une société française euh, qui sont d'ailleurs des anciens de chez Facebook, qui s'appelle Nabla, qui fait maintenant des comptes rendus médicaux en temps réel pendant que le médecin reçoit son patient, ce qui permet au médecin de gagner beaucoup de temps, de voir plus de patients. Donc, on est dans un secteur où malheureusement, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. On souffre dans la plupart des pays de ne pas avoir assez de médecins disponibles. Et donc, si on peut leur faire gagner du temps pour pouvoir rencontrer plus de patients et répondre à plus de besoins, c'est un gain pour tout le monde. Voilà, Joseph, je vous laisse la parole. Je suis sûr que vous avez aussi plein de cas d'usage intéressants à partager. Bah oui, mais enfin, c'est vrai que maintenant, on voit à peu près dans tous les domaines donc l'utilisation des technologies des langues, et en particulier de technologie de la parole et encore plus particulièrement de la connaissance vocale. Toutes les applications par téléphone, donc c'est vrai que maintenant, il est devenu assez commun lorsqu'on appelle sa banque, par exemple, ou je sais pas, lorsque j'appelle la Maïf. Ma mutuelle, donc de parler. Ils me demandent de quel type de sujet je veux parler. Et ils reconnaissent, les systèmes reconnaissent ce que j'ai dit. Et à ce moment-là, va orienter directement vers le bon interlocuteur ou même avoir une conversation complète avec l'utilisateur. Bon, on connaît tous Alexa. OK Google, je le dis tous les matins pour écouter ma station de radio préférée. Donc ça, c'est une utilisation journalière que j'ai. Siri, c'est pareil, on l'utilise aussi. Donc chaque constructeur, chaque société informatique a son système de dialogue oral. Dans les téléviseurs, donc que ce soit Samsung ou LG, ils ont aussi la possibilité de commander les programmes par la voix. Donc il y a vraiment plein de domaines dans lesquels ça se développe. Et ce qui est intéressant et je pense assez inquiétant, c'est qu'en fait toutes ces applications viennent de sociétés américaines dans un tissu général qu'ils ont mis en place, qui est le leur, et donc dans lequel ils vont utiliser de manière gratuite ces technologies. Et la question, c'est que les mettant à la disposition des gens, les gens parlent, il y a des données qui sont fournies, qui permettent donc d'améliorer la qualité du système, qui ensuite va s'étendre de plus en plus. Donc il y a une sorte de cercle vertueux qui fait que les données augmentent en fonction de l'utilisation des systèmes et améliorent les systèmes par l'intermédiaire de l'augmentation des données. Et ça, tout ça pour des sociétés américaines ou chinoises ou coréennes. Et on a, à ma connaissance, pas d'équivalent au plan français ou européen. Alors, qu'est-ce qui nous reste, en particulier pour les laboratoires de recherche? Ça va être les domaines de niche, les domaines où il y a très peu de données. Donc, on va avoir la possibilité effectivement de développer des systèmes avec des approches nouvelles, qui ne nécessitent pas autant de données que ce que peuvent amasser ces sociétés américaines ou chinoises. Alors, un type de secteur de niche, c'est, je le signalais, l'aviation. Puisque les données sont secret défense, donc il y en a quasiment pas. Donc ça veut dire qu'il faut innover, il faut voir une façon un petit peu différente de faire des systèmes qui ont besoin de moins de données. Donc ça, c'est un gros enjeu scientifique. Voilà, donc c'est un peu ce qui reste des domaines de niche dans lesquels on va pouvoir développer des systèmes sans avoir besoin de données en nombre faramineux. Euh, Peut-être l'avancée actuelle sur l'intelligence artificielle, c'est vu pour les technologies du langage comme un risque ou comme une opportunité. C'est des questions qui se posent beaucoup sur les données aujourd'hui. Est-ce qu'on est plutôt du côté risque ou plutôt du côté opportunité? D'un point de vue scientifique, c'est une opportunité qui s'offre. C'est vrai que, enfin, je le disais, c'est des méthodes de reconnaissance des formes. On peut affiner de plus en plus ces méthodes pour reconnaître plus précisément ce qui a été dit, par exemple.
Comme on peut traiter de plus en plus de données avec des ordinateurs de plus en plus puissants, donc on peut non pas se restreindre à un petit nombre de langues, mais on peut traiter toutes les langues en parallèle, que ce soit de la reconnaissance vocale, on peut avoir des modèles acoustiques pour tous les phonèmes parlés dans le monde, ou pour la traduction automatique, par exemple, où au lieu de traduire des paires de langues, comme ça se faisait avant, où il fallait avoir des données parallèles dans les deux langues, on peut mettre toutes ces données dans toutes les langues dans un même système de traduction. Et je pense que ça, c'est vraiment une possibilité si on regarde l'éventail de toutes les langues qu'il faut traiter et au-delà de toutes les variantes dialectales, toutes les particularités linguistiques, voire sociolinguistiques, avoir des outils aussi puissants que ceux qu'offre maintenant l'intelligence artificielle, à mon sens, c'est une chance. Euh, et malheureusement, il faut qu'on puisse avoir ces données. Et je le dis encore une fois, et ces moyens de calcul, pardon, ces moyens de calcul et cette taille de mémoire. Et c'est vrai qu'on a un certain handicap par rapport aux États-Unis ou à la Chine de ce point de vue-là. Bon, on en revient Je pense que pour rebondir sur ce que disait Joseph, je suis assez d'accord, même du point de vue industriel, c'est une vraie opportunité. Clairement, la startup que j'ai créée, j'aurais pas pu la créer il y a 15 ans parce que les besoins en compétences et le niveau de complexité qui était nécessaire pour faire ce type d'intelligence faisait qu'une startup avait pas vraiment droit d'entrée. Donc aujourd'hui, grâce à toutes ces évolutions, je peux, avec quelques docteurs en intelligence artificielle, faire des systèmes extrêmement performants parce que les algorithmes ont évolué énormément. Maintenant, effectivement, ce qui nous manque, moi et mes co-picteurs, c'est d'avoir des datasets sur lesquels on puisse s'entraîner pour s'affranchir, je dirais, des modèles nord-américains. Donc souvent, vous voyez pas mal d'acteurs français ou européens qui font des choses, mais en fait, ils utilisent des modèles nord-américains, donc ils seront forcément toujours un peu en retard parce que bah, les, les acteurs en question, généralement, vont vous donner accès à la technologie N-1 pendant qu'eux, ils sont déjà sur la technologie N+1, entre guilguillemets. Et donc, c'est là où il y a des choses à faire. Donc, là, nous, on est en train de travailler justement sur un gros appel d'offres de la DGE avec des fonds au travers de la BPI qui s'appelle Commun numérique pour l'intelligence artificielle générative et qui se fait en collaboration entre autres avec le GENSI. Donc on a le GENSI qui va apporter de la puissance de calcul, la BPI qui va apporter un financement pour qu'on puisse créer ces grands modèles. Alors, grand modèle en particulier là, pour la partie LLM, donc la partie modèle de langage, entre guillemets, texte, même si maintenant il y a des choses de plus en plus multimodales, mais ça peut aussi permettre pour la partie reconnaissance vocale d'avancer. Donc en termes d'innovation, ce qu'on voit justement, c'est un petit peu plus, comment dirais-je, le mariage entre ces différentes technologies, comme le disait Joseph tout à l'heure, de la capacité maintenant d'aller d'une voix en français directement dans une voix dans une autre langue, dans la traduction en temps réel, mais ça peut être aussi de pouvoir en temps réel non seulement comprendre ce que je dis, mais le résumer en anglais, en chinois, etc. Donc il y a, pour revenir sur la notion d'innover, il y a encore énormément de cas d'usage nouveaux qui vont pouvoir, auxquels on va pouvoir répondre avec ces technologies et qu'on n'était pas encore capable il y a 2 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez fantastique. Ça donne beaucoup de, d'opportunités pour des acteurs commerciaux ou des acteurs de la recherche de trouver de nouvelles directions. Mais ça demande effectivement, parce on a des problématiques propres aux langues européennes qui sont un peu moins parlées, qui n'ont pas de grands acteurs dominants qui peuvent comment dirais-je, bénéficier de conversations et qui vont pouvoir réutiliser pour derrière. Ça demande de trouver d'autres axes pour arriver au même résultat. Donc voilà, vous dites on a peut-être des désavantages.
dites beaucoup d'opportunités, un frein au milieu qui est celui de disposer de données, et notamment de données sur le français en, pour être en concurrence avec d'autres langues, notamment l'anglais. Mais alors moi, je dois vous dire que après une vingtaine d'heures là d'écouter parler sur différents sujets, j'ai aussi entendu des gens qui sont très engagés dans la défense de la langue et dans les actions autour de la langue, que ce soit des écrivains, que ce soit des gens qui font des comédiens, que ce soit des enseignants ou des chercheurs, et on a qui réfléchissent sur la langue. Et on a aussi entendu plusieurs prises de position qui ont l'air d'être assez prudentes vis-à-vis de l'apport de l'intelligence artificielle sur la langue, quand on voit les usages pour la traduction, quand on voit les usages pour l'enseignement. Il y a aujourd'hui un débat sur l'apport de l'intelligence artificielle, notamment sur les questions de technologie du langage. Donc nous, on a entendu ça depuis plusieurs heures là. Alors, comme toujours, innover, ça va avec, il y a une part de, je vais dire de peur, mais c'est pas forcément de peur, mais il y a une part d'inconnu qui vont créer des nouveaux usages. Ça disrupte les usages préexistants. Et malheureusement, ça peut avoir des effets pervers. Donc, le cas le plus, je dirais, parlant dans le domaine de la voix, c'est tout ce qu'on appelle les deepfakes, donc la création de voix de synthèse qui imitent la voix de vrais êtres humains. Donc ça, c'est la porte ouverte à tout un tas de cas d'usage qui sont parfois totalement illégales ou tout simplement en tout cas pas éthiques. Donc quand je dis pas illégal, c'est vous allez recevoir un coup de téléphone de votre épouse qui vous dit qu'elle est en panique, qu'elle a perdu sa carte bleue et il faut absolument qu'elle paye un truc et elle va vous emprunter votre. Sauf que c'était pas votre femme, vous avez donné tout et voilà. Donc ça, on peut imaginer des cas extrêmement pervers comme cela. Après, c'est des cas plus compliqués, ce qu'on a vu avec les acteurs aux États-Unis, où il y a eu une grosse grève dernièrement parce que on avait commencé à changer les contrats pour dire que les comment ça s'appelle ah, ce n'est pas directement les acteurs, c'est les personnes que vous voyez au fond, les Et pour le les doublage. figurants, voilà, pardon. Que les figurants, dans leur contrat, on allait dire que, une fois qu'ils ont fait leur figuration, on pouvait réutiliser leur visage et leur voix de façon synthétique, sans limitation. Donc, grosso modo, vous alliez être payé 100 euros pour une journée de travail, et puis tout d'un coup, on n'aura plus jamais besoin de vous parce que une intelligence artificielle vous reproduira. C'était entre guillemets légal s'ils avaient accepté de signer le contrat. Heureusement, ils ont refusé. C'était clairement éthiquement déplorable, je pense, comme approche. Mais voilà, donc il y a clairement des risques. Après, il y a aussi des bénéfices. Quand je donnais l'exemple de ce que fait la société Nabla pour les docteurs. Euh, les docteurs, ils sont très contents. C'est pas comme si ça allait piquer le boulot de certains docteurs parce que c'est pas là pour les remplacer. Par contre, ça va leur permettre de voir plus de patients. On a tous envie d'avoir moins d'attente pour aller voir un docteur. Donc, Joseph parlait tout à l'heure de la naïf quand il appelle. Il n'y a rien de plus horrible quand on appelle d'attendre pendant des heures parce qu'il n'y a pas assez de téléconseillers disponibles et que vous avez un besoin très simple, mais personne ne peut y répondre. Voilà, donc comme toujours, l'innovation, ça a plein d'aspects positifs, ça a des aspects négatifs, et c'est souvent plutôt le rôle du législateur, et je dirais dans un second temps, d'en prendre compte. Un des risques qu'on a en Europe, c'est avec le AI Act, c'est que le législateur aille trop vite dans une idée de freiner des cas d'usage pernicieux avant même qu'ils apparaissent, et qui pourraient brider l'innovation, alors que nos nos concurrents dans d'autres parties du monde n'auront pas forcément les mêmes freins et pourront aller plus vite, plus loin. Et un autre constat qu'on a après ces heures de discussion, c'est que la langue, notamment la langue française, mais les langues appartiennent à ceux qui les parlent et qu'elles changent, elles innovent pas par l'usage,
en termes de technologie du langage, qui sont les innovateurs et quelles sont les conditions de l'innovation? Joseph. J'ai pas saisi la. Qui sont les innovateurs en technologie du langage? Oui. Ça provient de la recherche académique? Est-ce que c'est la recherche industrielle? Est-ce que c'est des recherches plutôt en linguistique, plutôt en informatique? Qui Alors, oui, oui. innove en technologie Bon, du ce que langage? je disais, c'est Quelle est- que oui, oui. Non, je disais effectivement, c'était un problème académique dans les années 70, 80, voire 90. Et là, il y a eu un changement depuis peu, et c'est devenu un domaine industriel. Et donc, je disais, les conférences, différentes conférences auxquelles j'ai assisté récemment, que ce soit dans le domaine du traitement automatique de la langue naturelle ou du traitement de la parole, on voit un grand pourcentage de papiers scientifiques, de nature scientifique, c'est-à-dire qui sont passés par le crible de l'évaluation scientifique de la qualité de l'article, qui viennent du secteur industriel, et en particulier, tout particulièrement, donc aussi bien des GAFAM, souvent en relation, en coopération avec une université américaine, et depuis peu la même chose en Chine avec les Batix, donc que je mentionnais, avec des universités chinoises. Donc c'est un domaine, disons, qui est maintenant en grande partie industriel, dans le cadre de collaboration entre le secteur académique et le secteur industriel. Alors le problème qui se pose, c'est qu'on voit effectivement des progrès qui sont effectués, mais disons en termes de compréhension des phénomènes de production ou de compréhension de la langue, ça se fait de manière plus lente. Donc on a fait des systèmes qui fonctionnent, mais c'est un petit peu des boîtes noires, quoi. Donc il y a un énorme réseau avec plein de cellules, plein d'arcs entre les cellules, et puis donc qui effectivement reconnaît ce qu'on dit avec un pourcentage qui est souvent pour beaucoup de langues, enfin pour un certain nombre de langues plutôt excellent et moins bon pour des langues où il y a moins de données. Par contre, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, maintenant, il y a tout un secteur qui se développe, alors dans le secteur académique essentiellement, sur l'explicabilité. Donc, essayer d'expliquer pourquoi la machine a dit ça, ou a répondu ça, ou a compris ça, ou pourquoi un véhicule a pris telle direction. Donc, essayer de comprendre comment le réseau a fonctionné. Donc, et je pense que là, c'est un grand secteur qui va se développer, qui va intéresser tout particulièrement le secteur académique, c'est qu'on dispose maintenant d'outils, on peut appeler ça des outils extrêmement puissants, avec plein de données, beaucoup de puissance de calcul, qui vont permettre effectivement d'analyser plus finement les mécanismes de traitement humain du langage, de la parole de la reconnaissance de scènes visuelles. Donc, je crois que c'est une grande opportunité qui va s'offrir maintenant pour le secteur académique. Par contre, d'un point de vue opérationnel, l'utilisation des systèmes, je crois que c'est maintenant de plus en plus une question industrielle. Je pense que ce que dit Joseph est très juste, mais la composante académique reste très importante. Je veux dire, il y a quelques grandes innovations qui sont purement du côté industriel, mais quand même une majeure partie, ça va être une collaboration entre des laboratoires privés et des laboratoires publics. Après, un élément qui est de plus en plus limitant, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, non seulement l'accès à la donnée, qui est compliqué pour le cercle académique, mais aussi aux puissances de calcul. Donc il y a comme on le disait tout à l'heure, il y a certains types d'innovations qui sont plus complexes à faire pour le public parce que on n'a pas les mêmes ressources de calcul, les mêmes moyens financiers tout simplement. Et donc on va se focaliser sur comme on le disait tout à l'heure, des niches ou
des choses où finalement on peut utiliser notre faiblesse comme force en disant, on parle beaucoup dernièrement d'IA frugale. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut limiter l'impact écologique de l'IA pour pas que ça consomme trop d'énergie. Et donc, travailler sur des approches qui nous permettent d'arriver au même résultat finalement que les très très grands modèles, mais avec des modèles peut-être plus petits, avec moins de puissance de calcul, etc. Et donc, toutes ces innovations sont plus comment dirais-je, apporter des fonds publics, alors que à l'autre extrême, voilà, qu'on voit des, des acteurs qui dépensent des centaines et des centaines de millions pour des calculateurs qui font travailler pendant des mois et des mois pour, euh, pour les labos de recherche publics, c'est quand même plus compliqué. Même si après, on a quand même des vraies initiatives dans le domaine. On a les calculeurs, le calculateur de chez Janssen, mais on a les nouveaux calculateurs qui vont peut-être arriver avec, avec le grand projet à côté d'Atos en France, mais il y a des choses en Espagne et ailleurs en Europe. Donc, et puis de plus en plus de coopération au niveau européen, justement, pour partager la puissance de calcul. Donc, on peut quand même espérer qu'on ne soit pas complètement hors jeu, mais effectivement, c'est une vraie problématique. Alors, Vera Bord nous a rejoint. Vera, c'est que tu souhaitais intervenir? Oui, j'ose poser une question comme ex-prof de l'école polytechnique à Zurich, qui est quand même un lieu de presque dogma digital, et avec toute la chance que ça donne, mais avec aussi la grande question, comme vous avez dit, la question d'empreinte écologique et la question de la finalité de l'innovation. Et on prend les exemples de la médecine, mais il y a aussi dans ce domaine vraiment un danger de ne pas penser systémique. Et on pense que le digital est souvent dans la capacité de gérer la complexité, mais il est au même temps un système qui est dans la réduction de la complexité pour poursuivre. Et on voit déjà aussi des conséquences des maladies à la suite de l'être humain en face du digital. Et je ose poser cette question. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel vous avez vous confronté, par exemple, dans l'effacement de l'alternative, en disant qu'on ne peut plus avoir un contact, par exemple, avec un agent dans une assurance, mais on est presque obligé de poursuivre les machines vocales qui nous dirigent des heures et des heures dans des filières différentes, etc. J'imagine que vous avez vous confronté avec cette problématique et je suis curieuse de votre réaction sur ça. Moi, je pense personnellement que là, on est sur une problématique, comment dirais-je, d'usage, mais au sens. Pardon, vous parlez, nous récemment, l'un des membres de l'association qui travaille beaucoup avec Pierre et Vacances. Donc, c'est eux qui font tout un tas d'outils pour les centres d'appel de Pierre et Vacances. Donc, la décision de Pierre et Vacances, ça a été de ne pas du tout digitaliser le contact client. Donc, il reste avec des êtres humains. Et donc, toute la partie IA est utilisée uniquement pour assister les agents pour qu'ils soient plus productifs, plus rapides, etc. Donc voilà, ça c'est une approche qui n'enlève pas du tout la partie humaine. Après, il y en a d'autres qui ont une approche plus comme la Naïf semble-t-il a, qui est d'avoir un filtre avec un agent conversationnel qui va pouvoir décider de ce que vous avez besoin finalement d'un être humain ou pas. Et moi personnellement, je pense que c'est au final cette approche-là qui sera probablement la plus
la plus adaptée parce que il y a toujours des choses où effectivement, comme vous dites, vous avez à un moment donné envie d'avoir un être humain et si vous n'avez plus d'être humain, ça marchera pas. Et la marque derrière, elle a des objectifs de qualité de relation client qui fait que elle s'en rendra compte et si elle a pris l'avenue de tout remplacer, elle reviendra en arrière. On a entendu parler d'une société, alors je ne sais plus quelle boîte c'était, il y a quelques mois, qui disait avec ChatGPT, on a complètement, on va réduire notre staff de 70% en France. Personnellement, je pense que c'était un bon prétexte pour faire euh, pour, euh, pour faire partir un certain nombre de personnes parce qu'ils avaient des problèmes économiques. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît totalement délirant de se dire qu'on peut éliminer 70% de ces équipes. Par contre, je pense que ce qui va se passer, c'est que dans beaucoup d'entreprises, bah, vous avez un pourcentage plus ou moins important de rôles qui vont changer parce que bah, une partie de la façon dont ils travaillaient va être automatisée. Et finalement, comme ça a été le cas précédemment quand les ordinateurs arrivaient, quand Excel est arrivé, quand on avait un calculateur, on n'avait plus besoin d'un être humain avec une calculatrice pour le faire. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'impacts comme ça. Et alors, étonnamment, hier et aujourd'hui, j'étais à une conférence d'acteurs télécoms, donc on parlait beaucoup de l'AI appliqué à la téléphonie, et il y avait un élément auquel j'aurais pas forcément pensé, parce que moi j'aime bien parler avec un être humain, mais des acteurs qui disaient qu'en fait ils ont mesuré un taux de satisfaction plus élevé sur certains types de campagnes avec des bots vocaux, mais qui étaient délibérément, enfin pas forcément délibérément, mais en tout cas qui étaient reconnaissables comme étant non humains, parce que finalement, dans certains types de conversations, vous n'avez pas envie d'avoir un être humain en face de vous, parce que vous n'avez pas envie d'avoir de l'émotion, vous n'avez pas envie d'avoir l'impression de vous livrer à quelqu'un, et que finalement, d'avoir une intelligence artificielle, ça pouvait donner une certaine distance, un certain recul, qui faisait que pour certains types d'interactions, bah, le bot est finalement plus efficace qu'un être humain. Donc voilà, moi je pense que il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas une solution dans 100% des cas qui fonctionnera et que c'est un peu à chacun de voir comment adapter ces technologies. Et le problème, et ça sera qu'il y a toujours des acteurs, mais c'est le cas malheureusement avec tout type de technologie, il y aura toujours des acteurs qui n'ont pas d'éthique, voire qui font des choses illégales. Donc, comme j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, avec les deepfakes, l'imitation vocale, qui est clairement illégale, hein, quand on essaie de vous extraire des informations bancaires, etc. Et ça peut être effrayant parce que l'automatisation permet de faire, voilà, là où aujourd'hui vous aviez maintenant vous avez des call centers hein, dans certains pays où vous avez des centaines d'êtres humains qui passent des appels pour essayer de vous extorquer des informations, ce qui était déjà un certain niveau d'industrialisation. Et maintenant, bah, s'ils peuvent remplacer ces centaines de personnes par des robots qui vont faire ça non plus par centaines et par milliers, on multiplie par un 10 la capacité de ces acteurs nocifs à essayer de frauder, etc. Donc il y a clairement des aspects potentiellement négatifs. Alors, moi, je suis quelqu'un d'optimiste et j'espère que les usages positifs seront plus nombreux que les usages négatifs. Ben, merci beaucoup. On arrive vraiment au bout de cette heure, mais quand même, je voudrais juste une dernière question avec une réponse très rapide de chacun d'entre vous, puisqu'on est en train d'inaugurer la Cité internationale de la langue française. Et on disait, la Cité internationale, le fait qu'il y ait une Cité internationale de la langue française, est-ce que c'est une opportunité pour le développement des technologies du langage, selon vous? Ben, pour moi, je pense que c'est effectivement une très grande opportunité. Karel tout à l'heure parlait de l'EDIC. Donc on espère effectivement qu'il y aura un lien fort entre le centre de Villers-Cotterêts et l'EDIC qui se met en place au niveau européen. Mais avec cet EDIC, il y a également le LDS, le Language Data Space. Donc la Commission européenne a compris qu'il était très important d'avoir des données, donc mettre en place des répertoires de données dans plein de domaines différents, que ce soit l'astronomie, la biologie
ou la langue. Donc, il y aura également ce Language Data Space qui va être mis en place. Et puis, il y a également un grand programme qui a été initialisé par le Parlement européen, qui est ELE, European Language Equality, qui vise donc à faire en sorte que toutes les langues européennes, au moins, aient autant de technologies à leur disposition. Et non seulement les grandes langues, ou non seulement les langues nationales, mais également donc les différentes variétés régionales. Donc je pense que là aussi, sur ces variétés régionales et je crois il y a plus de 70 langues qui sont parlées en France, ces technologies puissent être rendues disponibles. Donc c'est un grand enjeu scientifique et je pense que le centre va avoir un grand rôle à jouer dans ce domaine. Merci beaucoup. Karel, en 2 mots, mais vraiment 2. Ben, je suis totalement d'accord avec Joseph et je pense qu'effectivement, il y a un point qui est très intéressant, qui est l'éthique. Donc, non seulement est, est un instrument européen, mais qui sera a priori piloté par la France. Et la France le pilote en partie au travers du ministère de la Culture. Et je pense que c'est important parce que l'aspect culturel de la langue, c'est quelque chose de fondamental pour les Français et qui est assez particulier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, dans beaucoup d'autres pays, ces technologies sont drivées purement par la partie économique. Et donc, ça nous fait une approche un peu différente et ça peut donner à l'Europe une manière, une vision sur ces technologies qui soit pas exactement la même que nos concurrents nord-américains en particulier. Tout à fait. Et on peut signaler le rôle en premier plan, ministre de la Culture, de la délégation générale à la langue française aux langues de France pour l'initiative dont vous parlez. Merci beaucoup pour votre participation. On est vraiment un peu même dépassé. On va être obligé d'enchaîner sur l'heure suivante et les conversations suivantes. Et encore merci à vous deux. Avec Merci à plaisir. tous. Très Au bonne revoir à journée. tous.